Plus de 3000 clandestins ont péri en Méditerranée depuis janvier 2014, une situation déplorée ce lundi par l'Organisation internationale pour les migrations. Les vols long courriers au départ de Francfort sur la compagnie Lufthansa sont perturbés depuis ce matin. Le syndicat de pilotes Cockpit a appelé à la grève suite aux échecs des négociations sur la pré-retraite. En page magazine, nous irons à la découverte du quartier Skid Row à Los Angeles, un quartier peuplé de sans-abri qui proteste contre le projet de rénovation de la mairie de Los Angeles. D'où le plaisir est pour moi de vous retrouver sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition que nous ouvrons par les nouvelles sur l'immigration clandestine. Un nombre record de migrants, plus de 3000, ont péri en Méditerranée depuis janvier, soit plus du double que lors du pic de 2011, année du printemps arabe, a déploré ce lundi l'Organisation internationale pour les migrations. Depuis 20 ans, traverser la Méditerranée constitue le périple le plus mortel pour les migrants irréguliers. Depuis le début de l'année, l'OIM a enregistré la mort de 4077 migrants irréguliers dans le monde entier, dont les 3/4, 3072 en Méditerranée. La majorité des migrants qui sont décédés aux portes de l'Europe, morts par noyade, asphyxie ou faim ou de froid, bien évidemment, étaient originaires d'Afrique et du Moyen-Orient selon les statistiques publiées par l'Organisation internationale pour la migration, une organisation basée à Genève, indépendante de l'ONU et qui compte 156 États membres. Côte d'Ivoire à présent, Charles Blé Goudé, le bras droit de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a comparu ce lundi devant la Cour pénale internationale à La Haye. Au cours de cette audience, la procureure de la CPI, Mme Fatou Bensouda, a demandé que l'ancien ministre ivoirien de la Jeunesse soit poursuivi pour meurtre, viol et autres crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Reportage. Charles Blé Goudé, l'ex-chef des Jeunes Patriotes sous la présidence de Laurent Gbagbo, est considéré par l'accusation comme l'un de ceux qui ont le plus contribué aux violences durant la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011 en Côte d'Ivoire. Des violences qui ont tué plus de 3000 personnes d'après le bilan officiel. Lors de cette audience de confirmation des charges, la procureure Fatou Bensouda devra convaincre les juges que les éléments de preuve qu'elle a récoltés sont assez solides pour justifier un procès. Charles Blé Goudé, quant à lui, doit s'adresser le jeudi prochain aux juges qui ont ensuite 60 jours pour rendre leur décision. We have selected 5 incidents that are representative. Nous avons sélectionné 5 incidents représentatifs des crimes commis par les forces pro-Gbagbo lors des violences post-électorales et de la responsabilité pénale individuelle de M. Charles Blé Goudé. Les éléments de preuve démontrent que M. Blé Goudé est criminellement responsable de la mort d'au moins 184 personnes, de viols d'au moins 38 femmes et filles, de blessures corporelles graves et des souffrances d'au moins 126 personnes et d'avoir persécuté au moins 348 personnes. Lors de sa comparution initiale en mars 2014, Charles Blé Goudé avait clamé son innocence par rapport aux 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés, à savoir meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains commis entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Contrairement à une certaine opinion qui estime, à tort ou à raison, qu'un voyage à la CPI est un voyage de non-retour, je pense qu'un citoyen qui est suspecté par la CPI peut venir ici, faire l'objet d'un procès et s'il est innocent, peut repartir chez lui. Et je sais que je repartirai chez moi. Charles Blé Goudé, 42 ans, avait été arrêté en janvier 2013 au Ghana, après plus d'1 an et demi de cavale et extradé dès le lendemain vers la Côte d'Ivoire, avant d'être transféré en mars 2014 vers La Haye, où siège la Cour pénale internationale.
Précisons que Mme Fatou Bensouda dispose encore de 3 jours pour convaincre les juges de la Cour pénale internationale. Le Cameroun à présent, le sénateur des Français à l'étranger, Jean-Yves Lecomte, a mis en cause ce lundi le ministre camerounais de la Justice, Laurent Esso, au sujet de la condamnation à 25 ans de prison de l'avocate française d'origine camerounaise Lydienne Yeneyoum. Il ne s'agit pas de condamner ou de dire la vérité, il s'agit d'avoir des gens en prison quand ils sont gênants pour M. Esso, a affirmé devant la presse. M. Jean-Yves Lecomte, abasourdi par la condamnation de l'avocate détenue depuis janvier 2010, Lydienne Yeneyoum a été condamnée ce vendredi à 25 ans de prison pour détournement de fonds publics par le tribunal criminel spécial anticorruption du Cameroun. Et puis précisons qu'à la dernière minute, Mme Lydienne Yeneyoum a saisi la Cour suprême de son pays pour faire appel de ce jugement. Un diplomate espagnol en poste au Soudan a été retrouvé mort, poignardé ce lundi à son domicile à Khartoum, a annoncé la police. Le chef de la section des visas à l'ambassade espagnole a été retrouvé mort, poignardé dans son appartement dans la banlieue de Garden City, dans l'est de Khartoum, a précisé la police dans un communiqué, en précisant également que la victime, qui résidait au Soudan depuis 3 ans, était âgée de 61 ans. La police de Khartoum a ouvert une enquête sur ce décès survenu à l'aube, a indiqué le ministère espagnol des Affaires étrangères, en précisant que le diplomate était le chef de la section consulaire de l'ambassade dans ce pays. En Sierra Leone, les autorités ont durci les mesures de réduction de la propagation du virus Ebola, ceci en mettant en quarantaine 3 districts et 12 chefferies tribales qui comptent plus d'1 million de personnes. Il s'agit de la plus grande mesure de confinement jamais prise pour lutter contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Reportage. Rues presque désertes, administration paralysée, activités économiques presque inexistantes, le district de Porto Loco en Sierra Leone vit au ralenti depuis sa mise en quarantaine pour cause d'Ebola. Un fait accompli que les habitants vivent bon gré mal gré. Porto Loco est en fait une très grande zone et l'activité minière, et vous le savez, très large dans cette zone. Donc il va y avoir quelques contretemps ici en termes de sécurité. Mais je crois que les policiers municipaux sont à la hauteur. Au niveau du marché central de Porto Loco, cette mesure de confinement est durement ressentie aussi bien par les détaillants que par les grossistes, car les recettes s'en retrouvent affectées. Depuis l'émergence de la crise Ebola, les gens ont peur de venir nous livrer des produits et ils ont aussi peur de venir acheter. Avant, quand nous allions au marché, nous pouvions acheter des produits pour pas très cher. Mais maintenant, depuis qu'ils prennent un risque pour venir jusqu'à nous, les produits sont très chers. Nous ne nous sentons pas très bien parce que nous sommes des hommes d'affaires et nous sommes ceux qui sont les plus affectés par ce problème parce que nous devons sortir pour aller acheter des produits et les vendre ici. Donc si nous sommes à court de stock, ici, il n'y a plus rien à vendre. Donc c'est un désavantage pour nous. Plus d'1 million de personnes sont touchées par cette mesure de confinement décidée la semaine dernière aux fins de contenir la propagation du virus. Il s'agit de la plus grande mesure de confinement jamais prise pour lutter contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Et puis toujours au sujet de la propagation du virus Ebola, les pèlerins africains soumis à des contrôles sanitaires en Arabie Saoudite dans le cadre du pèlerinage du Hajj 2014, les autorités saoudiennes ont mis en place des mesures pour protéger les villes saintes musulmanes contre les 2 épidémies qui menacent actuellement le continent africain que sont l'Ebola et le coronavirus MERS. Reportage. Préparatif du Hajj 2014, le plus grand rassemblement musulman au monde, les pèlerins affluent en Arabie Saoudite. À compter des premiers jours d'octobre, près de 2 millions de fidèles seront rassemblés à la Mecque, dans l'ouest de l'Arabie. Ce sera pour revivre dans le recueillement une tradition de 14 siècles. Avec des centaines de milliers de personnes confinées dans un espace réduit, le Hajj constitue un facteur accentuant les risques d'infection et d'épidémie. Le ministre saoudien de la Santé par intérim, Adel Faki, en est conscient. Pour anticiper sur d'éventuelles expositions, le ministère a mis en place un centre pour coordonner l'action de prévention durant le Hajj. 8 médecins sont mobilisés pour traiter dans l'urgence toute maladie chez les pèlerins, d'après Fouad Hussein Sindi, responsable du ministère à l'aéroport Roi Abdelaziz de Jeddah. Pour la première fois, 15 chambres d'isolement ont été installées à l'aéroport.
Moins de 30 personnes souffrant de difficultés respiratoires sévères ou de fièvre, notamment des pèlerins nigérians, ont été mis à l'isolement par mesure de précaution, d'après la même source. Nous venons du Nigeria, alors nous devons remplir un formulaire dans lequel il faut indiquer si nous avons séjourné dans une zone touchée par Ebola. Si vous passez cette étape, ils vérifient votre température. Ils nous ont administré le vaccin normal qu'ils donnent à tous les gens qui arrivent à Jeddah. Nous avons souffert du stress avant de venir ici. Nous avons fait un grand nombre de tests, une série de tests d'Ebola et d'autres examens de ce genre, et nous avons fait des prises de sang. L'Arabie saoudite a interdit le pèlerinage aux ressortissants des 3 pays africains les plus affectés par Ebola, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Parlant toujours du virus Ebola, des centaines de personnes contaminées par ce virus sont soignées dans les centres de prise en charge de l'épidémie. Mais comment se présente le circuit de traitement dans ces centres de prise en charge de l'épidémie? La réponse à travers cette vidéographie. Des centaines de personnes atteintes du virus Ebola en Afrique de l'Ouest sont soignées dans des centres de prise en charge de l'épidémie. Dès leur arrivée, les patients sont divisés en 2 catégories, à bas ou à haut risque. Les cas possibles ou probables sont admis dans la zone des cas suspects en attendant les résultats des tests sanguins, tandis que ceux présentant des symptômes sont conduits dans celle des cas confirmés, zone à haut risque, où ils subissent également des tests de dépistage. Tout patient testé positif est envoyé vers une 3e zone, celle des sujets infectés. Des clôtures et des accès ultra contrôlés entre ces différentes sections limitent la contamination. Les patients guéris et testés négatifs doivent passer des sas de décontamination avant de quitter la structure de soins. Ceux qui se sentent mieux peuvent recevoir de la visite, mais un double grillage évite les contacts physiques directs. Malgré les combinaisons protectrices, bottes, gants, masques et lunettes, le personnel médical court un risque très élevé d'exposition. Afin d'éviter les erreurs pouvant conduire à une contamination, les soignants travaillent en binôme, respectent des procédures extrêmement rigoureuses et strictes dans le centre et lors de l'habillage et du déshabillage. Les équipes restent au maximum 1h30 dans la zone à haut risque où le travail est épuisant physiquement et moralement. Le taux de mortalité est très élevé chez les sujets infectés. Quand un patient meurt, son corps est transporté à la morgue dont l'accès est strictement contrôlé car les dépouilles sont encore contagieuses. Parlant toujours Ebola, le chef de la mission créée par les Nations Unies pour coordonner la réponse d'urgence à Ebola, l'Américain Anthony Bambouri, présente ce jour son premier plan de bataille contre le virus qui a déjà fait plus de 3000 personnes décédées en Afrique de l'Ouest. Ce sera au cours d'une conférence de presse qui sera animée à Accra, la capitale ghanéenne, à 13h, heure locale. La grève demandée par le syndicat national des pilotes cockpit de la Lufthansa démarre ce mardi. Ce mouvement concerne les vols long courriers au départ de Francfort de Lufthansa. La compagnie, pour sa part, assure qu'elle pourra assurer tout de même une partie des liaisons sur les 56 vols long courriers prévus ce mardi au départ de Francfort. Nous ne pouvons pas encore dire combien seront affectés par cette grève, mais nous partons du principe que nous pourrons en opérer beaucoup, a ajouté la porte-parole de la Lufthansa. Le syndicat cockpit avait prévenu jeudi dernier de son intention de mener de nouvelles grèves après un énième échec des discussions avec la direction du groupe sur les modalités de départ en pré-retraite des pilotes. Précisons qu'il s'agit là du 4e mouvement de grève conduit par le syndicat depuis la fin du mois d'août 2014. En Argentine à présent, plus précisément dans la province de Buenos Aires, l'agence de collecte des impôts s'est dotée d'une nouvelle technologie pour traquer les fraudeurs. Il s'agit d'un drone dénommé Messi qui est chargé de détecter les constructions non déclarées au fixe. Reportage. Buenos Aires, une ville de 16 millions d'habitants. Avec ses 2000 employés déployés sur le terrain, impossible pour l'agence de collecte d'impôts de relever toutes les constructions. D'où le recours à Messi, un drone pas comme les autres, qui prend des milliers de photos, ce qui lui permet de détecter des propriétés non déclarées au fisc. 87% des constructions qui sont derrière moi n'étaient pas déclarées. Il y a près de 200 constructions, toutes de plus de 250 mètres carrés, qui n'étaient pas déclarées quand nous les avons détectées avec les images satellites. Nous sommes venus avec le drone parce que cela nous permet, avec un vol de 30 minutes, de couvrir avec beaucoup de précision chacune de ces constructions, les relever, les mesurer et notifier chacun des propriétaires du fait que l'évaluation va changer, que nous avons détecté une surface construite non déclarée
et qu'avec l'aide des images satellites, nous pourrons déterminer la date de construction de cette maison. Avec Messi, le travail devient surtout aisé et rapide. Quelques minutes suffisent pour couvrir des états de terre. Étudier une superficie comme celle-ci, je ne me souviens plus du nombre exact, mais disons 50 hectares, cela prend à peu près 20 minutes de vol. C'est la durée nécessaire pour obtenir des images avec une bonne définition qui nous permettent d'observer des détails très précis. La précision des détails, un aspect important qui permet d'identifier les constructions non déclarées. Des milliers de propriétés ont ainsi été détectées depuis la mise en service de Messi. Pour vous donner une idée, depuis janvier cette année, nous avons relevé 120 000 propriétés qui représentent 14 millions de mètres construits qui n'ont pas été déclarés. C'est une évasion proche de 100 millions de pesos par an. Au total, 40% d'Argentins sont suspectés d'évasion fiscale. En 2013, le FIS a levé 130 milliards de dollars US, un chiffre qui sera certainement en nette progression cette année grâce à Messi. La page magazine de ce journal à présent, allons à la découverte du quartier Skid Row dans la ville de Los Angeles. Ce quartier peuplé d'1 million de sans-abri est actuellement menacé de disparition par un projet de rénovation initié par la mairie de Los Angeles. Les résidents de Skid Row craignent d'être forcés à quitter leur quartier pour satisfaire les promoteurs attirés par le renouveau du centre-ville de Los Angeles. Un reportage. Dans le quartier, on le surnomme le général. Cet activiste, lui-même SDF à sa sortie de prison, connaît bien Skid Row. Depuis des années, il y aide les sans-abri à défendre leurs droits. On est à Los Angeles, en Californie, un des États les plus riches du pays. Et il y a des gens qui vivent dans des conditions pires que dans certains pays du tiers-monde. Ici, à Skid Row, les gens n'ont pas l'eau courante, pas de toilettes, ils n'ont même pas de poubelle. Il serait environ 2000 à vivre dans la rue, dans ce quartier en plein cœur de Los Angeles. Hommes, femmes, jeunes ou personnes âgées comme Chester Lass, qui campe sur le trottoir depuis environ 15 ans. Tout ce qu'il possède se trouve sur ces quelques mètres carrés. C'est dur en ce moment. Dès que je quitte mon bout de trottoir pour chercher du travail, je retrouve ma tente déchirée. On me l'a volé plusieurs fois. Une existence difficile, mais où certains y trouvent leur compte. C'est le cas de Eugene, par exemple. Ils nous gâtent. J'adore Skid Row. La météo est parfaite, il ne pleut jamais, pas besoin de dormir dans le métro à cause du froid, et on mange tous les jours. La mairie et le gouvernement fédéral ont annoncé un énième plan pour améliorer les conditions de vie, notamment sanitaires, des sans-abri de Skid Row. Mais pour ce juriste, la solution la plus simple et la plus économique sur le long terme, c'est de loger ces SDF. Vos chances de terminer aux urgences sont multipliées par 5 quand vous vivez dans la rue. D'un point de vue économique, ça coûte beaucoup moins cher de leur trouver un logement plutôt que de payer plus tard des soins qui sont extrêmement chers. $1 million pour un 2 pièces. Comme dans la plupart des villes américaines, le centre de Los Angeles attire désormais une population jeune et riche. Les entrepôts deviennent des lofts, totalement hors de portée des plus pauvres, pourtant installés ici depuis des décennies. Il faut rénover ces bâtiments parce qu'ils sont abandonnés depuis tellement longtemps. Je suis d'accord avec cela, mais je ne suis pas d'accord quand on dit que les habitants du quartier doivent partir. Ce n'est pas juste. On tue l'esprit et la culture du centre de Los Angeles quand on fait ça. Attaché à son quartier et à son histoire, le général craint désormais une chose, que sous la pression des promoteurs, les SDF soient enfin relogés, mais loin, très loin de Skid Row. Avant de boucler ce journal, une dernière vidéographie. Les naufrages de grands navires ont toujours été suivis de bilans très lourds du Titanic à l'Estonia qui a coulé dans la nuit du 27 au 28 septembre à 1994. Les victimes sont dénombrées par centaines. Il y avait eu 137 rescapés de l'Estonia. Je vous propose ici de découvrir à travers cette vidéographie les naufrages les plus meurtriers du XXe siècle. Ce sera donc à travers cette vidéographie que je vous propose de suivre. Dans l'imaginaire collectif, quand on parle de naufrage, on pense immédiatement au Titanic.
L'immense paquebot a coulé dans la nuit du 15 avril 1912 après avoir heurté un iceberg. Mais pas besoin de remonter au début du XXe siècle pour parler de catastrophes maritimes meurtrières. Il y a 20 ans, l'Estonia coulait à 100 km des côtes finlandaises. Ce ferry, parti de Tallinn, devait rejoindre Stockholm. Pris dans la tempête en pleine mer Baltique, seuls 137 passagers en réchapperont sur les 989 à bord. C'est la pire catastrophe maritime survenue en Europe. En 1996, c'est également un ferry, le Bukoba, qui sombre dans le lac Victoria en Tanzanie. Environ 800 personnes décèdent. Le 26 septembre 2002 survient l'une des pires catastrophes maritimes. Un ferry sénégalais, le Jula, chavire au large de la Gambie. On compte 64 rescapés et plus de 1860 morts. L'alerte a été donnée plus de 6 heures après l'accident. En 2006, un nouveau naufrage de ferry fait plus de 1000 victimes. Le bateau Al-Salam coule au fond de la mer Rouge suite à un incendie. Plus proche de nous, 2 catastrophes maritimes ont fait les gros titres. Le naufrage du Costa Concordia en face de l'île de Giglio en Italie en 2012. Celui du Seawall au large de la Corée du Sud le 16 avril 2014. 324 personnes sont mortes, dont 250 lycéens. Voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Mais avant de partir, ce proverbe d'origine congolaise que je vous soumets pour méditation, il ne faut pas parler du crocodile tant qu'on n'a pas fini de traverser la rivière. Ce serait donc sur ce proverbe congolais que je vous remercie une fois encore de nous avoir suivis. Retenez que le programme se poursuit sur Sika et sur notre site internet www.sikatv.info.